Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, une nouvelle fac évacuée par la police ce matin, Paris-Sancier, et des examens reportés à Rennes, où l'université est bloquée depuis 3 semaines par des opposants à Parcoursup. Reportage à suivre et question dans un quart d'heure à la ministre de l'Enseignement supérieur. Les examens auront-ils lieu partout avant les vacances d'été? Que se passera-t-il le 22 mai, date des premières réponses de Parcoursup? Combien de lycéens verront leur choix refusé ou en attente? Quels moyens, quelle place supplémentaire? La ministre Frédérique Vidal, invitée d'Europe Matin à 8h15. Renault très en retard sur la dépollution de ses moteurs. Seuls 5% de ses voitures diesel ont été mises à jour pour leur émission d'oxyde d'azote. Révélation des Échos avec Daniel Fortin. Garde à vue prolongée pour le suspect qui a avoué l'enlèvement et le meurtre d'Angélique, 13 ans, près de Lille. Un voisin déjà condamné il y a 20 ans pour viol sur une adolescente du même âge. Dans ce journal, les bonnes affaires de la campagne Macron, des ristournes pour certains de ses meetings qui posent question. La fausse rumeur du divorce à 50 €. Les retombées économiques des festivals, les villes en profitent-elles vraiment? C'est l'enquête du 8h avec François Geffrier. Et puis en sport, la performance exceptionnelle du handball français qui place 3 clubs en demi-finale de Ligue des Champions, Paris, Nantes et Montpellier. La mobilisation contre les nouvelles modalités d'accès à l'université pourrait-elle repartir cette semaine à la faveur de la fin des vacances scolaires parisiennes et des manifestations du 1er mai? C'est l'espoir des opposants à Parcoursup. Ce matin donc, les forces de l'ordre ont évacué la 50aine de personnes qui occupaient le site Sancier de l'université Paris 3, 10 jours après une opération similaire à Tolbiac. À l'heure actuelle, seule une quinzaine d'établissements sont encore perturbés et une poignée bloquée, dont l'université de Rennes 2, paralysée depuis 3 semaines, au point que les examens qui devaient avoir lieu cette semaine viennent d'être reportés à la mi-mai. Reportage à Rennes, Mélanie Nunes. Dès l'entrée, des chaises et tables servent de barricades. Ici, plusieurs dizaines d'étudiants occupent les locaux 24 heures sur 24, comme Édouard en master d'histoire. Là, on a donc le hall B, devenu un véritable lieu de vie. On a un coin avec de la nourriture. Il y a une grande banderole éducation à ça qui bloque ta fac. À l'intérieur, de grands slogans tagués sur les murs et les sols. Ninon, étudiante en cinéma, a voté pour le report des examens. Si les examens ils arrivent d'ici une semaine voire 2, en fait le mouvement il meurt parce que les étudiants pourront plus se mobiliser. Pour le moment, il y a une sorte de compromis qui a été trouvé. On verra comment ça se met en place avec les devoirs maison qui sont possibles pour les étudiants qui ne sont pas disponibles. Ils auront donc lieu à partir du 17 mai, ce qui n'arrange pas du tout Lucas et Brieux, tous deux opposants au blocage. J'ai un stage qui devait commencer le 14 mai et je ne sais pas du coup si je vais pouvoir honorer ma présence. Ça crée du stress. On a peur aussi que notre diplôme du coup soit dévalorisé, entre guillemets soit donné. Vous appelez aujourd'hui à une évacuation totale de la faculté? Très clairement, il faut que le président de Rennes 2 prenne ses responsabilités. La préfecture a proposé au président de l'université une compagnie de 90 CRS qui pourrait assurer la bonne tenue des examens. À Rennes, Mélanie Nunes, Europe 1. Et rendez-vous après ce journal avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, notre invité en direct. L'économie ce matin, c'est un constructeur automobile français qui dépollue à petite vitesse. Vous vous souvenez qu'en 2016, après avoir été épinglé par les autorités françaises pour dépassement des normes anti-pollution sur une partie de ses véhicules diesel, Renault avait promis un retour rapide à la normale. Or, Daniel Fortin, vous nous révélez que 2 ans après, on est loin du compte. En effet, très loin, même puisque sur 1,3 million de véhicules concernés, seuls 5% ont pour l'instant fait l'objet d'une mise à jour de leur logiciel anti-émissions polluantes. Un taux très faible, donc, qui s'explique par le fait que le plan annoncé par Renault en avril 2016 reposait sur le volontariat des conducteurs à eux de rapporter leurs voitures défectueuses au garage. Or, très peu l'ont fait, malgré les courriers ou plaquettes qu'ils ont reçus du constructeur début 2017. Résultat, la très grande majorité des modèles concernés ont continué à enfreindre les normes anti-pollution depuis cette époque. Mais comment accélérer les remises à jour des moteurs? Alors Renault promet de durcir son dispositif en procédant à des remises à jour automatiques lors de chaque visite des véhicules au garage pour toute autre réparation. La méthode a déjà été appliquée sur certains modèles comme la Talisman et du coup 30% des véhicules auraient été traités, mais plusieurs associations comme Greenpeace disent que ça n'est pas suffisant et qu'il faut procéder à un rappel obligatoire. C'est ce qu'on a imposé à Volkswagen en Allemagne après le scandale des moteurs truqués. Au dernier pointage, 95% des véhicules ont fait l'objet d'une intervention. Daniel Fortin des Échos, merci. Europe 1, 8h05. C'est donc une terrible récidive. L'homme de 45 ans qui a avoué le meurtre d'Angélique, une jeune fille de 13 ans disparue 3 jours plus tôt à Vambrochy près de Lille, avait été condamné il y a 22 ans pour un viol sur une adolescente
adolescente du même âge, David. C'est le prénom de ce suspect. David était sorti de prison en 2000. Il n'avait plus fait parler de lui et était devenu un père de famille sans histoire. Kevin Tuillier. Les voisins décrivent un monsieur tout le monde plutôt discret. L'homme de 45 ans, vu de l'extérieur, menait une vie rangée, chauffeur de bus, marié, père de 2 enfants et pourtant, il cachait un lourd passé. En 1996, il a été condamné à 9 ans de prison pour viol avec arme déjà sur une jeune fille de 13 ans. Son nom est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Un choc pour cette voisine. On lui donne une bande de sans confession. Déjà, le fait d'avoir la petite fille qui disparaît, on se pose plein de questions. Et puis, mais bon, savoir que c'est quelqu'un qui habite à côté de chez soi, on dit mince, on est abasourdi. L'homme de 45 ans a vécu près de 10 ans dans le même immeuble que la famille d'Angélique au 4e étage. La jeune fille lui faisait confiance quand mercredi dans le parc, il lui a demandé de le suivre jusqu'à sa nouvelle maison au Briques Rouges à 300 mètres de là, en prétextant devoir lui donner un cadeau pour ses parents, sa femme, ses enfants en vacances. Il a affirmé avoir tenté de violer la jeune fille sans y parvenir avant de l'étrangler. Une déclaration que les enquêteurs cherchent à vérifier. Sa garde à vue a été prolongée hier soir de 24 heures et une autopsie du corps d'Angélique doit avoir lieu aujourd'hui. Kevin Tuillier, l'un de nos correspondants dans le Nord. L'inscription de cet homme au fichier des délinquants sexuels n'a donc servi à rien. Maître Rodolphe Costantino, avocat de l'association Enfance et Partage, était l'invité de Raphaël Duchemin ce matin sur Europe 1. Le FIGES qui nous a été vendu à un moment donné comme un outil de prévention, en définitive n'en est pas un du tout. Et on n'a rien en France. On peut demander à quelqu'un d'être suivi pendant 20 ans, c'est une possibilité qui est laissée aux tribunaux. De fait, ils ne le font pas. On se donne absolument pas les moyens de les suivre. 1 sur 4 récidive quand même. Et aujourd'hui, on en est à cette situation. Je crois qu'on réagit tout le temps à la dernière affaire. Voilà. Est-ce qu'on peut le faire ? Ces dernières années sur oui, il y a beaucoup de lois, mais parfois il suffirait d'appliquer celle qu'on a déjà de bonne manière. Par exemple, le FIGES, il peut être consulté. Pourquoi le maire, par exemple, n'était-il pas au courant alors que cet homme travaillait comme chauffeur de car et qu'il était en contact avec des enfants ? Il aurait dû être alerté. Pourquoi ne le savait-il pas ? Peut-être cette commune ne savait-elle même pas qu'elle était en capacité de consulter le FIGES. Maître Costantino de l'association Enfance et Partage. La découverte dans la Seine du corps d'une policière de la brigade fluviale. Cette femme de 27 ans avait disparu il y a 4 mois lors d'un exercice de plongée dans le fleuve en crue. Vigilance orange maintenue ce matin dans 4 départements pour pluie et inondations. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme. Hier en fin de journée, de violents orages ont éclaté dans l'Est, de la Nièvre aux Ardennes, avec des rafales de vent de plus de 100 km/h. Des arbres ont été arrachés, des toitures endommagées. Il y a eu aussi des grêlons de 3 cm en Champagne et en Lorraine. La politique, c'est d'abord un nouveau déplacement présidentiel. Emmanuel Macron s'envole pour l'Australie. Il va y parler défense et signer des accords commerciaux. Il se rendra ensuite en Nouvelle-Calédonie à 6 mois du référendum sur l'indépendance. Mais voici qu'un an après son élection, l'accès vient d'être ouvert aux détails de ses comptes de campagne, à l'ensemble de ses factures. Et l'on découvre, c'est Mediapart qui a levé le lièvre, qu'Emmanuel Macron a fait de bonnes affaires avec une entreprise lyonnaise, GL Evans, qui a organisé plusieurs de ses meetings. De trop bonnes affaires ? C'est la question, Adrien Beck. Des remises de 30-50% pour l'organisation de meetings et même 100% de réduction pour la location fin 2016 de la salle de la Mutualité à Paris, habituellement facturée plus de 14 000 € par jour. GL Events aurait fait des promotions généreuse au candidat Macron et à lui seul. François Fillon, lui aussi client de l'entreprise, n'a pas bénéficié de tarifs préférentiels. Nous avons négocié ces ristournes, justifie l'entourage d'Emmanuel Macron, sauf que c'est interdit par le code électoral, assure Jean-François Debat, ancien trésorier du Parti socialiste. Un candidat n'a pas le droit d'accepter des ristournes. Je ne conteste pas que sur des prestations annexes, lorsque l'on confie un marché important à une entreprise, elle peut, par exemple, faire un rabais de 10% commercial sur sa prestation. Mais entre 10% et 100%, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Pourquoi l'entreprise l'a-t-elle fait ? Et surtout, pourquoi l'équipe d'Emmanuel Macron l'a-t-elle accepté ? Des questions, mais sans doute aucune conséquence pour Emmanuel Macron, car les comptes de campagne du chef de l'État, validés par la Commission nationale, ne peuvent plus être contestés. Adrien Beck. L'actualité à l'étranger, c'est la démission de la ministre britannique de l'Intérieur, Amber Rudd, mise en cause depuis plusieurs jours après des révélations sur les objectifs chiffrés de ses services pour expulser les immigrés clandestins. Les Jamaïcains installés de longue date en Grande-Bretagne, mais qui n'avaient jamais réclamé de papier d'identité, se sont aussi retrouvés menacés, ce qui a provoqué émotion et scandale. 4e démission au sein du gouvernement de Theresa May en 6 mois. La Syrie dénonce une nouvelle agression militaire. Des missiles ont visé des positions
agression du régime syrien, affirme l'agence officielle de Damas. Sans désigner ses auteurs, l'attaque aurait fait au moins 26 morts, des Iraniens, des combattants iraniens, pour la plupart, affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis une nouvelle attaque suicide à Kaboul, au moins 21 morts et 27 blessés, double attentat suicide. Parmi les victimes, un photographe de l'agence France Presse. Europe 1, 8h10. Un divorce rapide et pas cher, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Or, s'il est vrai que la loi française a changé, qu'elle prévoit désormais de divorcer sans comparaître forcément devant un juge aux affaires familiales, eh bien ça ne se fait pas en 15 jours et ça ne coûte pas 50 €. À Bordeaux, les avocats ont pris la rumeur au sérieux pour la contredire. Stéphane Place. Des communiqués dans les pages de journaux régionaux, des spots à la radio, c'est une vraie campagne d'information que lance le barreau de Bordeaux pour tuer cette fausse idée qui se propage et qui laisse penser que le divorce à l'amiable peut désormais se régler en 2 semaines et pour 50 € seulement. Maître Bertrand Gaborio, avocat bordelais. En réalité, nous sommes sollicités par un certain nombre de personnes qui appellent nos cabinets et qui viennent prendre des renseignements concernant le nouveau divorce par consentement mutuel par acte d'avocat et nous indiquant qu'ils ont compris que ce divorce pouvait être mis en œuvre dans des délais extrêmement courts, moyennant un coût de 50 €. Beaucoup, effectivement, par le biais d'Internet, pensent être dans la certitude d'un divorce rapide et pas cher. Donc nous sommes effectivement obligés de leur expliquer la réforme, les délais et aussi le coût de ce divorce qui n'est pas de 50 €. La somme de 50 € correspondant en réalité au droit d'enregistrement que prend le notaire pour le dépôt de la convention de divorce rédigée par les avocats au rang de 5 minutes. Et pour conclure ce divorce par consentement mutuel, à condition encore que la convention que doivent rédiger les avocats soit simple, sans problématique de patrimoine ou de questions liées aux enfants, le coût par avocat peut difficilement être inférieur à 1 millier d'euros. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1. La saison des festivals a commencé avec le Printemps de Bourges. La semaine dernière, les Nuits sonores de Lyon. Le week-end prochain, les organisateurs communiquent régulièrement sur leur nombre de visiteurs, moins sur les retombées économiques. C'est l'enquête du 8h. Bonjour François Geffrier. Bonjour. Les festivals, combien ça rapporte ? 35 €, voilà en moyenne ce que dépense un visiteur de festival dans les restaurants et les commerces locaux selon l'inspection générale des finances. C'est plus que ça quand le festival est loin d'une grande ville et qu'il faut un hébergement. 65 € de dépenses moyennes par exemple autour du festival de la Chaise-Dieu en Auvergne. Et il y a le phénomène des curieux. À La Rochelle, en plus des 90 000 entrées payantes des Francopholies, 30 000 visiteurs sont là sans billet pour l'atmosphère, les musiciens de rue. Ils dépensent en moyenne 30 € chacun. Plus globalement, les festivals font travailler 150 000 saisonniers. Les retombées pendant les festivals, d'accord, mais ça ne dure que quelques jours. Oui, c'est vrai pour les hôteliers et les restaurateurs, mais un festival peut enrichir durablement une ville. C'est le cas du Printemps de Bourges, selon le maire Pascal Blanc, interrogé par Benjamin Lévesque. Ça donne une image d'une ville dynamique, d'une ville où il faut investir. Nous sommes en plein cœur du centre-ville, où se côtoient à la fois des petits commerces et en même temps des grandes enseignes comme Marionneau, la Fnac, H&M, Zara, un peu plus loin. Ce qui paraît effectivement inimaginable, parce que le festival est porteur. Le cas de la Fnac, c'est typique. La Fnac a une image très culturelle. Le Printemps de Bourges, c'est une étiquette culturelle de la ville de Bourges, donc tout ça, on voit bien que ça matche. Et l'hôpital de Bourges attire chaque année une quarantaine de jeunes internes à qui des billets pour les concerts sont offerts. La preuve que ces événements peuvent profiter à toute la population. Ainsi, dans le Gers, le rendez-vous Jazz in Marcillac, porté par Jean-Louis Guillaumont, qui est aussi le maire, a permis de sauver le collège. Ce collège menaçait de disparaître et nous avons développé ce que j'ai appelé les ateliers d'initiation à la musique de jazz, qui a permis de doubler les effectifs du collège, de reconstruire cet établissement, de développer un petit internat et d'assurer un beau devenir à cet établissement qui aujourd'hui rayonne et ne connaît plus aucun problème de recrutement. Des retombées qui ont un coût car ces festivals sont souvent subventionnés. Oui, avec parfois de grosses sommes, plus d'1 million d'euros pour Solidays, tout comme le Printemps de Bourges ou les Francopholies. Les collectivités locales espèrent qu'1 € investi en rapportera 5 ou 10 au territoire. Mais les budgets sont en baisse et des dizaines de festivals ont disparu ces 3 dernières années, comme Consonance à Saint-Nazaire, les Musicales de Meaux ou les Estivales de Perpignan. Enquête de 8h de François Geffrier, merci beaucoup. Les sports, le football, le Paris Saint-Germain tenu en échec par Guingamp. Match nul 2-2, c'est la première fois de la saison que le club parisien perd des points à domicile. Le handball donc, avec un tableau exceptionnel pour les clubs français. Ils seront 3 en demi-finale de la compétition Rennes, la Ligue des Champions, Montpellier, Nantes et le PSG. C'est du jamais vu, Jérôme Lacroix. Inédit pour le handball français et quasi unique dans l'histoire du sport en France. 3 sur 4 en demi-finale de la Grande Coupe d'Europe. C'est arrivé seulement 3 fois. À chaque fois, c'était en rugby, en 98, 99 et 2005. Alors, dans le sillage des Bleus du handball, bardé de titres, le développement des clubs ces 10 dernières années, spectaculaire. Alors, tête de gondole,
Le PSG, fonds qatari depuis 2012 comme au foot. Paris aujourd'hui, club le plus riche d'Europe. Plus de 17,5 millions d'euros de budget annuel. Il attire les stars comme les frères Karabatic. Autre atout français, celui-ci. 8000 spectateurs hier soir à la Sud de France Arena de Montpellier, qu'on se le dise en D1 française. Les publics se bougent et parfois, comme à Montpellier, comme à Nantes, dans des enceintes récentes qui sont source de revenus autour de projets sportifs cohérents où bonne place est faite aux jeunes joueurs. Aujourd'hui, l'Espagne, ex-grande, n'attire plus et si l'Allemagne reste puissante, eh bien la D1 française serait officiellement la meilleure d'Europe en cas de succès dans cette Ligue des Champions. Jérôme Lacroix, verdict de cette Ligue des Champions les 26 et 27 mai à Cologne. Dans un très court instant, notre invité, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Europe 1.